Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière émission avant l'été. Nous reviendrons bien sûr avec Parole Libre, notre émission désormais mensuelle, déjà 2 ans, que nous avons parcouru à peu près tous les grands sujets du monde du logement social. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Berrion, directeur général d'Orvitis. Bonsoir monsieur. Orvitis, une OPH de la Côte d'Or. Vous êtes également membre du directoire Idéliance. On va y revenir, y compris sur le nombre de logements, mais j'indique déjà qu'il s'agit d'une société de coordination et c'est tout à fait notre sujet puisque nous parlons avec vous de ce que vous considérez comme le nouveau paysage du monde HLM, les regroupements, les fusions d'organismes. On va faire avec vous un premier bilan et surtout on va esquisser des perspectives pour l'avenir. On le rappelle quand même, une société de coordination, elles ont été créées pour répondre à des enjeux, pour des structures au-delà des 12 000 logements. C'est la loi actuelle, appliquée par la loi Elan. Et on va avec vous voir combien de moyens, comment on peut partager aussi l'ingénierie, etc. Je le dis d'entrée, pour vous, il va s'agir quasiment d'un plaidoyer. Vous y croyez beaucoup, Christophe Berrion? Bien sûr, si je suis venu jusqu'à vous, c'est pour aussi défendre ce projet des sociétés de coordination. Vous savez que vous êtes très observé sur le sujet, car beaucoup d'organismes se posent encore la question aujourd'hui, vous en êtes conscient? Bien sûr, mais en tant qu'animateur du réseau, je dois aussi porter un certain nombre d'idées et celles des sociétés de coordination et leur bien fondé et la plus-value qu'on peut en attendre dans le logement social. De quoi s'agit-il au fond pour vous? C'est un peu d'avancer bien sûr, de repérer et d'anticiper peut-être même les évolutions réglementaires, ou est-ce que, pour être un peu plus sévère, il s'agit de dépoussiérer la marche actuelle du mouvement HLM? Alors la société de coordination déjà, c'est une nouvelle structure qui est arrivée avec la loi Elan, une structure un peu particulière pour les OPH en particulier, dans la mesure où les offices publics de l'habitat ne sont pas des sociétés capitalistiques, donc on ne détient pas de capital. Pour autant, on est bien sûr rattaché à des collectivités, conseil départemental, PCI, communauté de communes, d'agglomération ou autres. Et l'intérêt de ces sociétés de coordination, c'était d'éviter ce que l'on peut peut-être dire, c'est le mot fusion, parce que la fusion, c'est quelque chose qui fait peur, surtout dans des sociétés comme les nôtres, où on n'est pas habitué à travailler avec le capital, avec des actionnaires. Et donc, la société de coordination, c'était aussi un bon moyen pour pouvoir discuter avec ses collègues, sans pour autant parler entre nous de fusion. Parler de fusion, ça veut dire que quelqu'un va disparaître. Est-ce que c'est un peu ça qui fait peur? Il y a un absorbé et il y a un absorbant, et à partir de là, ça fait peur. La société de coordination, c'est l'importance de la gouvernance, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les collectivités, l'ancrage territorial est conservé parce que la décision, elle est toujours locale, et c'est ce qu'ont apprécié les élus notamment. Donc ces sociétés de coordination, en tout cas l'expérience, vous en avez été pionnier dans votre région, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, grande vaste région qui comporte Lyon, le Jura, la Haute-Marne. Et la Côte d'Or. Et la Côte d'Or, bien sûr. Et donc, vous avez été pionnier. Vous nous direz un peu plus tard un premier bilan. Vous pouvez déjà le faire à 2 ans. Peut-être avant, brossons un peu ce nouveau paysage HLM tel que vous le voyez, vous, donc depuis, disons, la loi Elan. Alors, depuis la loi Elan, qu'est-ce qu'a voulu le législateur en 2018? C'est de diminuer le nombre d'organismes. Beaucoup trop d'organismes en France, c'est la particularité, c'est l'histoire. Et pour porter des politiques, et notamment des politiques nationales, c'est d'autant plus compliqué dans la mesure où il y a trop d'acteurs sur les territoires. Donc la loi Elan, c'était clair, et c'est toujours porté en ce sens, c'est diminuer le nombre d'opérateurs, donc d'organismes de logements sociaux. En 2018, il y avait environ 230 offices publics de l'habitat. En 2023, on peut en recenser 170. Donc, ce qui veut dire que les conséquences de la loi Elan, elle a déjà porté ses fruits, c'est déjà de voir disparaître un certain nombre d'organismes. Disparition soit dans le cadre de fusion,
Il y en a une quarantaine d'organismes qui ont fusionné, donc qui ont disparu. Mais c'est aussi des organismes qui étaient avec un statut d'office public de l'habitat et qui ont changé de statut pour devenir soit des coopératives, soit des SEM, ou repris dans une ESH. Donc oui, il y a eu un vrai bouleversement dans le tissu du logement social en termes de nombre d'acteurs en particulier. Et ceci dans un contexte alors plus global, économique assez difficile aussi, ou en tout cas en pleine évolution, et qui a sans doute contraint beaucoup les bailleurs. Et là, je parle bien sûr de la disparition, enfin l'affaire du taux du livret A, de la montée de l'inflation que l'on connaît à présent, de l'augmentation de la dette, des coûts aussi de l'énergie. Peut-être que vous pouvez ajouter encore d'autres éléments, mais qui ont quand même conduit à beaucoup d'inquiétudes, quand ce n'est pas de la dégradation financière pour certains. Alors, revenons en 2018, quand la loi Elan se met en place. On n'est pas dans cette situation économique dégradée. Pas encore. On a eu l'ancien monde jusqu'en 2022. L'ancien monde, c'est une inflation pratiquement nulle, donc un taux de livret A extrêmement faible, ce qui a eu pour conséquence de faire une analyse économique très positive, très favorable dans les organismes. Quand on vit bien, quand on n'a pas de difficultés financières, on n'est pas prêt forcément à se remettre en question sur le fait d'évoluer, d'aller partager avec d'autres des projets. 2023, on est vraiment sur un nouveau paradigme au niveau économique, avec les éléments dont vous avez rappelé, avec une dégradation très très forte de nos capacités de financement, d'investissement, d'une ingénierie qui était aussi très dégradée. Donc, je pense que la société de coordination, c'est aussi le bon moment pour se pencher sur qu'est-ce qui pourrait, au travers de réflexions partagées, apporter des plus-values, apporter de l'amélioration continue, de la qualité, de la performance par rapport à des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul, ou en tout cas qu'on ne pourra plus faire tout seul. Oui. Ça, c'est important. Ah, vous avez raison, ça a commencé surtout en 2023, ce que j'ai mentionné moi, en tout cas l'inflation, la montée des coûts de l'énergie. Je n'ai pas parlé de la crise de Covid, mais bien sûr, ça va avec. En revanche, ce à quoi on assiste aujourd'hui, et depuis, comme vous le dites, 2023, ce sont quoi? Des montages économiques plus difficiles ou la construction de logements neufs en panne, et c'est tout cela qui vous incite à suggérer là, ça que je continue à développer sur la situation actuelle. Alors sur la situation actuelle, vous avez... Il y a vraiment des organismes en difficulté aujourd'hui. Alors je dirais déjà, on a des organismes qui ne répondent pas à la commande politique. C'est quoi la commande politique? C'est de dire on doit en France construire 125 000 logements sociaux neufs par an. Mais entre-temps, on a une loi climat et résilience qui nous impose d'ici 2034 à éradiquer l'ensemble de nos passoires thermiques. Donc on a un besoin d'accélérer les réhabilitations. On a aussi des opérations dans le cadre de l'ANRU qui sont engagées. Donc on a sur tous les fronts des chantiers. Et ces chantiers aujourd'hui sont malmenés. Pourquoi? Parce qu'on a une conjoncture économique, les entreprises qui n'arrivent plus à répondre à la commande. On a des prix de marché qui explosent par rapport à nos prix d'objectifs. On a notre dette qui s'envole par rapport au livret A, parce que notre dette, elle est indexée principalement sur le livret A. Et on a aussi une paupérisation de nos locataires par rapport à une perte du pouvoir d'achat et par rapport à une énergie qui a explosé en termes de coûts. Donc tout ce contexte conduit à dire que, d'une part, on produira moins de 90 000, voire 80 000 logements en 2023. Ça, c'est un contexte, une réalité. C'est, il y a quelques années, la bonne fausse idée de dire les bailleurs sociaux allaient recourir au VFA parce qu'on va accélérer la production. Aujourd'hui, il y a une panne sèche des promoteurs. Donc, même s'il va y avoir des rachats en bloc, il n'y aura pas du tout la réponse en termes de production neuve en rachat de logements. La réhabilitation thermique, avec l'explosion des coûts, on ne pourra pas faire le nombre souhaité par rapport à la vitesse qui nous est demandée. Donc finalement, tout ça fait que individuellement, on se fragilise. Alors, combien d'organismes aujourd'hui sont en difficulté? C'est trop tôt pour vous répondre, dans la mesure où on ouvre ce chapitre de la dégradation. Pour autant, il y a déjà des organismes, avant d'arriver en 2023,
qui étaient déjà avec des ratios financiers qui étaient déjà un petit peu fragilisés. Alors, je ne vous dis pas qu'en 2023-2024, il risque d'y avoir vraiment une vraie dégradation. Tout ceci, pour l'instant, et je tiens à le dire, on n'a aucun élément, aucune donnée qui nous parvient, tant au niveau de notre fédération qu'au niveau de l'USH ou de la Banque des Territoires. Pour l'instant, c'est tout va bien, investissez et faites comme si de rien n'était. Mais à un moment donné, ce n'est pas possible. Oui, de grandes incertitudes, y compris du côté d'ailleurs des collectivités locales qui peut-être perçoivent aujourd'hui les organismes comme plus fragiles qu'elles ne le pensaient précédemment. Vous le ressentez aussi ? En tant que militant des EPH, et ça fait maintenant quelques années, pour moi, un office public de l'habitat a une relation privilégiée avec sa collectivité de rattachement. Ça, c'est indéniable. Et il doit être au service des politiques de la collectivité de rattachement. Et ça, c'est un élément important. On ne doit pas devenir un risque pour cette collectivité, mais devenir un vrai atout en fonction des enjeux d'aménagement du territoire, en fonction des enjeux selon les territoires d'accueil de populations fragiles, de réponse en termes de parcours résidentiel, de logement des jeunes, des seniors. En tout cas, on se doit d'être et de contractualiser avec notre collectivité un certain nombre d'engagements. Le risque, c'est que demain, on devienne, avec cette dégradation des ratios financiers, un enjeu qui pourrait nous conduire à être peut-être un peu délaissés de cette collectivité. On l'a connu, des collègues aujourd'hui ont malheureusement des décisions de leur collectivité qui les conduisent à peut-être d'autres issues, mais en tout cas, nous, sur notre territoire, on s'emploie à être une vraie réponse, une vraie alternative en termes de logement, et je pense qu'on y arrive. Oui, je vous cite, le groupe SAC peut être une bonne réponse, c'est vous qui le dites, dans une période très troublée, peut même être un refuge. Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de SAC, il y a des SAC qui peuvent être des refuges et d'autres qui seraient plus proactives. C'est le moment là de faire ce premier bilan, je l'ai dit, après 2 ans, et pas seulement dans votre région, si vous le voulez bien. Alors, vous savez, c'est comme dans un couple. À un moment donné, on va s'observer et on a des affinités qui vont rejaillir tout de suite sur certaines thématiques ou pas, si on a confiance en l'autre. Donc, dans le groupe Idéliance, en tout cas dans la société de coordination que nous avons créée, à l'origine, on est 3 acteurs avec les collègues de Lyon et du Jura. Très rapidement, les valeurs qu'on a pu montrer ont conduit à ce qu'un collègue de la Haute-Marne vienne nous rejoindre parce qu'il partageait ces valeurs avec, bien sûr, les élus. Et tout récemment, au 1er janvier, on a accueilli un 5e acteur de la Haute-Marne de Chaumont. Tout ça pour vous dire que... Ce qui fait que vous êtes maintenant, pardon de vous couper, on est 5. Et vous avez 35 000 logements, c'est un nombre assez conséquent. Sur un territoire. Alors, notre projet, il était clair. Le projet, c'est un projet de territoire. Donc, on a aujourd'hui des frontières communes les uns aux autres. Donc ça, c'est déjà rassurant pour nos élus, parce que je ne condamne pas les sociétés de coordination qui sont avec des membres éloignés des uns des autres. Mais en tout cas, pour nous, c'est beaucoup plus facile de parler de proximité, d'authenticité, de décentralisation que de sociétés qui sont disséminées sur toute la France. Ensuite, ce que l'on a vite pesé dans notre société, c'était l'intérêt pour toutes les parties prenantes. Pas que pour nous en tant que refuge, parce que ça c'est la première idée, c'est de se dire je me mets dans une société de coordination pour se dire peut-être que demain un jour meilleur arrivera et que les pouvoirs publics me laisseront tranquille. C'est-à-dire je le fais pour répondre aux obligations mais sans enthousiasme. Sans enthousiasme. Simplement, vous savez, cette société de coordination, c'est très bien sur le papier, mais c'est vite une charge. Une charge dans le cadre du fonctionnement. On a des instances, conseil de surveillance, conseil d'administration, un directoire, directeur général, des administrateurs qui sont au sein de cette structure. Et donc, on a rapidement des réunions, des rencontres, des commissaires aux comptes qui viennent pour certifier des comptes. Donc tout ceci fait qu'on dépense de l'argent pour une entité qui, sur le papier, permet peut-être de répondre à un enjeu, c'est celui d'arriver à 12 000 logements, mais il ne va pas, dans un premier temps, répondre aux besoins essentiels, c'est celui de faire de potentielles économies ou d'apporter
sur les territoires de la plus-value, de la valeur par rapport à ce qu'on pourrait faire et qu'on ne ferait pas bien tout seul. Donc nous, rapidement, on s'est dit, si c'est pour faire ça, il n'y a pas d'intérêt. Et ça, on a été clair entre nous pour se dire, si on veut faire quelque chose, soyons innovants, soyons proactifs et allons plus loin que ce que nous oblige à faire une société de coordination. Et c'est là-dessus qu'on a rapidement balayé les possibilités de notre société de coordination pour se dire, mutualisons un certain nombre d'activités qui apporteront des résultats, à n'en pas douter, sur nos organismes. Sur la base d'un partenariat, on peut aussi utiliser ce terme, non, que vous avez mis en place. Partenariat, en tout cas transparence. Problématique commune. Enfin. Exactement, exactement. Quand je parlais des parties prenantes, et je reviens sur mes parties prenantes parce que c'est important, bien sûr, il y a les élus. Les élus, vous savez, ne veulent pas abandonner leur territoire. On le voit en période de crise, on l'a encore vu malheureusement ces derniers jours. Les élus, ce sont eux qui sont en première ligne pour affronter les difficultés et malheureusement, ils sont souvent exposés et de plus en plus exposés. Donc ces élus gardent la gouvernance dans leurs OPH et c'est ça qui est extrêmement important. L'autre partie prenante, ce sont nos salariés. Parce que les salariés, dans le cadre d'une fusion, je vous parlais d'une fusion, bien souvent, il y a des doublons. Bien souvent, il y a des choix à faire par rapport à des situations et donc, inévitablement, il y a des répercussions sociales. Là, aujourd'hui, la société de coordination, c'était pas ça l'objectif. C'était de se dire, si on mutualise en termes de ressources humaines, on embarque tout le monde. Tout le monde dans la barque, sans objectif de faire des diminutions en termes de ressources. Oui. Pour revenir sur Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, donc votre SAC, combien de personnes actuellement? Aujourd'hui, on a monté 2 entités, une société de coordination, un GIE, parce que les systèmes d'information, on les a mutualisés dans un GIE. Informatique. Et on est 65 personnes. Donc 65 personnes sur 550, c'est l'ensemble des collaborateurs de nos 5 OPH. Bien, donc 2 ans d'existence. C'est votre cas aussi, 2 ans? Vous êtes... Alors nous, on a un petit peu plus de 2 ans dans la mesure où on a dès 2018 réuni nos conseils d'administration, mais on a lancé la société de coordination en 2019. On l'a immatriculée. Pour autant, il y a eu le Covid, il y a eu un certain nombre de laps de temps. On va dire, oui, véritablement, 2 années de fonctionnement avec les collaborateurs dans la société. Et le nombre total aujourd'hui des sociétés sur les territoires, je crois que c'est plus de 60 ou... C'est 61 précisément. 61 précisément. 61 avec... Bien répartis sur le territoire, vous diriez? Sur tout le territoire, exactement. Il y a très très peu aujourd'hui d'organismes qui restent sans solution, ou en tout cas c'est à la marge. Lesquels mettriez-vous un peu sur le podium? En termes de société de coordination? Celles dont vous observez un peu les progrès, qui ne sont pas forcément sur les mêmes spécificités que les vôtres. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a de grandes distinctions de l'une à l'autre? Oui. Lesquelles marchent bien, selon vous? Alors ça, c'est une vraie question de fond sur laquelle on n'a aujourd'hui pas forcément la réponse. Pourquoi? L'existence très récente conduit aujourd'hui à une difficulté majeure, c'est celle d'évaluer la performance des sociétés de coordination. Donc, on peut aujourd'hui parler de véritable intérêt sur les projets, sur l'innovation, sur ce que peuvent porter les sociétés de coordination. Vous dire aujourd'hui qu'elles répondent par rapport aux attentes des pouvoirs publics, on n'en sait rien encore. On n'en sait rien parce qu'il va falloir faire des évaluations. Et c'est aussi ce qu'est en train de commencer l'ANCOLS. Il y a déjà des contrôles. Et ce qui nous intéresse, et moi en tant qu'animateur des sociétés de coordination, c'est aussi de faire ce retour des contrôles, faire un petit peu le retour de tout ce paysage pour commencer à faire des premières tendances en disant cette société de coordination, elle répond bien parce que autant de sociétés de coordination, autant de territoires, autant de projets différents. Pour autant, certaines ont peut-être aujourd'hui très peu mutualisé de choses. Et donc, le risque, et c'est surtout ça de dire, c'est que le risque, c'est d'avoir des sociétés un petit peu protectionnistes, mais qui ne sont pas dans la mutualisation de certains projets. Et donc, on est en train de travailler au niveau national sur
des indicateurs qu'on pourrait partager pour toutes les sociétés de coordination pour se dire qu'est-ce qui pourrait conduire demain à des premiers indicateurs d'évaluation et donc de performance. Alors pas que de la performance économique, hein, on est bien clair. Il peut y avoir une performance économique si je prends les achats par exemple. Quand on mutualise les achats, on pense rapidement à faire des gains. Le système d'information aussi, j'imagine? Alors, le système d'information, on va pas forcément faire de gains au début. Bon. Mais on va parler de compétences, de professionnalisme, de sécurité, de gestion, de maîtrise des datas, d'optimisation des processus. Mais ça se mesure pas tout de suite. En tout cas, c'est des vrais enjeux sur du moyen terme, mais pas sur du court terme. En tout cas, l'engagement, nous, on l'a pris de cette manière hein, chez Ideliance, c'est de dire on ne va pas faire de gains avant 3 ou 4 ans. Ça serait vous mentir. Je ne connais aucune entité qui a aujourd'hui mutualisé, et je prends souvent l'exemple des grosses collectivités, jamais il y a des économies, jamais. Il y en a en Rhône-Alpes, par exemple, je crois, il y a d'autres régions où on a bien avancé. Sur des mutualisations, oui. Pour l'instant, c'est les frémissements. Aucune ne peut dire on est un bon résultat, pas encore. Non, ça serait prématuré. En tout cas, il y a des très bonnes idées, il y a des très beaux projets. Si vous preniez l'exemple de Rhône-Alpes, dans le Rhône, par exemple, vous avez des sociétés dans la Loire avec le Rhône qui fait une société de coordination pour mutualiser un certain nombre de moyens entre eux et de filialiser après des activités. Vous avez sur la métropole lyonnaise 3 organismes qui aujourd'hui sont en train de créer et viennent d'immatriculer leur société de coordination pour porter les politiques au niveau de la métropole, au niveau des 3 OPH. On peut citer Strasbourg, on peut citer d'autres sociétés de coordination dans le sud-ouest qui fonctionnent bien. En tout cas, sur les projets. Pour autant, ce ne sont que des projets, on n'est encore pas au stade où on va pouvoir les évaluer. Vous avez parlé de ressources humaines, hein, apparemment ça se présente bien dans votre sac. Est-ce que ça ne fait pas partie pourtant un peu des réticences ou des résistances des organismes? Est-ce qu'on peut par exemple le faire sans réduire déjà le nombre de salariés ou même sans réduire les dépenses salariales? Alors c'est sûr... C'est un risque réel? Oui. Vous dites oui très clairement. Déjà, embarquer des collaborateurs dans une nouvelle structure, ça c'est déjà un risque. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, la maturité dans l'organisme, est-ce que la maturité des collaborateurs est prête pour enclencher une nouvelle aventure? On a eu la chance, c'est qu'aujourd'hui, 100% de nos collaborateurs ont embarqué dans le projet. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, 100% de ces collaborateurs sont dans Ideliance ou Numéliance. Pour autant, on a pu embarquer tout le monde. Et ça, c'était important. Donc, ce qui veut dire que le dialogue social, il est important d'expliquer et de rassurer les équipes. Donc ça, au niveau des salariés, c'est hyper important. Au niveau aussi des locataires, parce que on parle des risques. Le locataire, il a l'impression que la société de coordination, il était habitué avec notre OPH de dialoguer en direct. Il a l'impression qu'avec la société de coordination, on met encore un échelon en plus et qu'on va s'éloigner de la réalité. Alors que c'est tout à fait faux. De la réalité, je peux ajouter un autre terme, de la proximité, qui est quand même une des valeurs des OPH. Exactement. Donc, mais vous ne voyez pas un risque? Nous, en tout cas dans la nôtre, pas du tout, parce que cet ancrage territorial, le fait qu'on reste sur un territoire et que ce territoire il est complémentaire, eh bien ça rassure les locataires. Et tous nos projets tels qu'on les a montés ont pu démontrer qu'on reste vraiment proche et que ça n'a pas apporté un éloignement ni un échelon supplémentaire. Donc ça, c'est un élément hyper important. L'autre élément des parties prenantes, ce sont les entreprises. Parce que quand on fait une centrale d'achat, on va nous dire, ça y est, vous êtes en train de massifier vos appels d'offres, vous allez travailler qu'avec les majors, nous, les artisans, les PME, vous n'allez plus travailler avec nous. Donc aussi, ça c'est une pédagogie importante pour rassurer. Donc on travaille avec les syndicats professionnels, on signe des chartes,
On a des règlements des achats qui fait notamment part aux offres les mieux disantes, sur le respect du bilan carbone, sur un certain nombre d'éléments qui nous permet aujourd'hui de rassurer aussi le monde économique. Mais sérieusement, Christophe Berriot, dans ce que c'est vous-même qui venez de le dire, hein, les objections qui vous sont faites, on peut les entendre. On peut comprendre qu'un groupe, quand il prend une taille plus importante, ne va pas forcément faire travailler des petites entreprises locales, va peut-être essayer d'avoir, je ne sais pas, dans les sections des achats par exemple, d'autres interlocuteurs, non? On les entend, ces craintes. Tout à fait. Mais vous avez l'air de dire que ce n'est pas ce qui va se passer? 82% de nos achats en 2022 ont concerné des TPE et des artisans. Vous êtes resté en rapport avec eux? 82% et plus de 90% des achats locaux. Donc ce qui montre bien qu'aujourd'hui c'est possible. Après, bien sûr, il y a de la pédagogie, il y a besoin aussi de travailler avec les équipes, parce que quand on part de 5 organismes et qu'on crée une direction des achats avec la centrale d'achat à la clé, eh bien, c'est aussi une nouvelle pratique dans certains organismes. On parlait des services des marchés publics dans des endroits, dans d'autres des directions des achats. Donc c'est aussi cette acculturation qu'on doit faire avec les équipes, avec les élus et avec toutes les parties prenantes pour rassurer. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne chez Edeliance, cette étape des 2 années, et au niveau des achats, au niveau de la relation client, parce qu'on a créé deux centres d'appel, comme on les appelait avant, des centres relations clients sur Auxerre et sur Dijon, pour l'ensemble du groupe, et à la fois sur le système d'information avec Numéliance, où on a pu professionnaliser les équipes, et surtout aussi ce que je peux rajouter, c'est que le fait d'avoir créé ces 2 entités nous a permis de faire de très beaux recrutements, parce que les projets innovants, les projets de cette dimension, sur nos territoires, il y en a très peu. Vous voulez dire d'emplois plus qualifiés? Tout à fait, tout à fait. Avec, vous savez, en informatique aujourd'hui, c'est la galère, de trouver des informaticiens. Ils croient à notre projet, et d'autant plus dans nos entreprises à mission. Nous, on est resté des entreprises à mission avec de très belles valeurs, et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus facile d'enrôler des jeunes diplômés qui voient des projets dans lesquels ils peuvent être à l'origine. Et donc, aujourd'hui, on a 15 informaticiens chez Numéliance, et je peux vous dire, c'est une vraie satisfaction. Donc, que vous n'auriez, je termine votre phrase, que vous n'auriez pas eu tout seul. Ça, c'est indéniable. C'est certain. Ça, c'est indéniable. Donc, ça, c'est de la plus-value qu'on peut aussi illustrer en se disant, grâce à cette mutualisation, j'ai pu embarquer de vrais talents avec nous. Alors maintenant, 2 ans d'existence, les premiers bons résultats sont là. Eh bien, il y a encore des nouvelles étapes à franchir, peut-être d'autres ambitions, mais surtout, c'est qu'on a toutes les conditions pour bien faire aujourd'hui. On a presque l'impression, en vous écoutant, mais vous êtes là pour plaider en faveur des sacs, puisque apparemment vous avez un succès à démontrer. On a presque l'impression que vous avez le sentiment que ça ne peut pas être autrement à l'avenir. Alors, si on voit le point de vue des élus, vous dites qu'ils ont intérêt à nous suivre. Si on regarde, les locataires apparemment ont été consultés, vous le confirmez. Oui, tout à fait. Et du côté des entreprises avec lesquelles vous travaillez, ça se passe bien aussi. C'est donc l'avenir des organismes, et vous leur conseillez à tous d'aller vers là? En tout cas, moi, ce que je leur conseille, c'est de bien réfléchir sur la situation, sur aujourd'hui la commande politique nationale. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment de commandes politiques. On a du mal à avoir des mesures relayées. On attendait des mesures du gouvernement et on a entendu que la disparition de la loi Pinel, je crois, mais sinon pour le reste, on n'a pas entendu grand-chose. Ce qui veut dire qu'on est dans un monde où la subvention, elle est en diminution notoire. Et donc notre modèle économique ne peut plus continuer en pensant que la subvention, c'est notre ressource de demain. L'État, donc, est exempt là-dessus. Nos collectivités de rattachement sont quand même fragilisées
avec les conseils départementaux, notamment avec les mutations, ont des recettes fiscales qui diminuent très fortement. Je ne parle pas de la taxe d'habitation, bon, il y a beaucoup d'autres choses. Ce qui veut dire que nous, organismes, on se doit aussi de réinventer notre modèle économique. Ça, c'est vraiment un élément important. On peut le réinventer, mais à la condition d'être déjà bien portant. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, avec la capacité de s'entourer de réelles compétences. Et donc, en diversifiant nos activités en particulier. Et la société de coordination, c'est quand même le réceptacle dans lequel, si on a envie de partager des choses avec d'autres, de se donner les moyens d'investir avec d'autres et de se payer des compétences au travers de cette société de coordination, eh bien, je pense que oui, le modèle de la société de coordination, ça peut être une réponse pour demain. Mais il faut en avoir envie. Et ça, c'est important. Jusqu'à quelle taille? Est-ce qu'il y a une taille critique, Christophe Berrion? Chez vous, 35 000 logements, on a dit. La loi parle au-dessus de 12 000. Mais est-ce qu'on peut imaginer beaucoup plus que cela? Et là, on arriverait vraiment à un volume en nombre de logements qui peut, encore une fois, un peu impressionner. Alors, c'est pas le nombre. En tout cas, faire abandonner cette idée de proximité qui est quand même chère, vous l'avez rappelé, aux organismes. C'est pour ça, c'est pas aux locataires. C'est pas le nombre de logements qui est, à mon avis, la clé de réussite dans Mais il y a bien une taille critique, non? Au-delà de laquelle il ne faut plus aller, non? Vous savez, plus on est gros, des fois, moins on est performant. Ça a été aussi démontré. Des tout gros organismes, aujourd'hui, ont des frais de structure, des frais de gestion qui ne sont pas forcément les plus compétitifs. Donc, je pense que ce n'est pas une question de taille, forcément. C'est une question de pertinence par rapport au territoire, au maillage du territoire, aux bassins dans lesquels on est présent. Il faut aussi qu'on parle le même dialogue, parce qu'il peut y avoir des bassins économiques sinistrés, d'autres beaucoup plus dynamiques. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans la composition des membres d'une société de coordination et qu'il n'y ait peut-être un qui tire les autres, mais pas un qui mange les autres en termes d'esprit. Et ça, c'est très important pour qu'on avance tous ensemble. Oui, j'allais vous poser la question. Vous dites que c'est assez bien réparti sur l'ensemble du territoire français, mais est-ce que certains territoires, certaines régions se prêtent mieux que d'autres à la SAC? Je veux dire, est-ce qu'il y a on peut imaginer que dans certaines régions, ça n'est pas évident du tout. Alors, la question, c'est de se dire, est-ce que demain, c'est par région? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer... à quel niveau est-ce que ça va se passer? la région, alors la nouvelle forme administrative ou l'ancienne? Parce que je ne suis pas sûr que la nouvelle forme des régions réponde à ce besoin. Certaines régions sont tellement vastes qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de cohérence et de proximité. Je crois que c'est ce qui est reproché. On ne peut pas imaginer une seule SAC par région. On n'irait pas jusque-là. Est-ce que c'est souhaitable? Dans mes propos, ce sont plutôt les anciennes régions. Si je parle de la Bourgogne, si je parle de la Franche-Comté, là, c'était des tailles. Alors, même si elles étaient petites, ces régions. Mais Bourgogne-Franche-Comté, pourquoi pas? Mais il y a d'autres régions où c'est trop vaste et ça ne serait pas pertinent. Donc, pour répondre clairement, je pense que ce n'est pas aussi simple, mais pour autant demain, il risque d'y avoir d'autres échelons au niveau de ces sociétés de coordination, parce que rappelez-vous, quand la loi Elan s'est mise en place, on parlait de 100 000, on parlait de différentes tailles, et à un moment donné, c'est arrivé à 12 000. On s'est dit, nous, en tout cas très clairement, nos 35 000, ça nous met déjà à l'abri d'un deuxième vague, si deuxième vague il devait y avoir un jour, et puis peut-être grossir demain ou après-demain, mais ce n'est pas non plus notre objectif premier. Notre objectif, c'est déjà de consolider ce qu'on a déjà fait. Alors j'insiste encore un peu sur cette notion de territoire, de taille des territoires, et donc je reviens vers les élus. Dans l'ensemble, ils vous paraissent plutôt favorables à ce processus, enfin à aller vers les SAC. Et pour quelles raisons d'ailleurs? Ils veulent plus d'efficacité, plus de pouvoir, plus de réactivité, enfin de pouvoir, plus de réactivité. Je pense que ce que souhaite un élu, c'est que son office soit un couteau suisse. Un couteau suisse, c'est-à-dire capable de répondre aux enjeux d'une politique avec toutes les composantes que pourrait proposer son organisme.
Et son organisme seul, bien souvent, ne peut pas le faire, mais au travers d'une société de coordination, il va élargir, il va étendre. La SAC, l'outil idéal? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que, le couteau suisse. Si je prends l'exemple d'Idéliance, dans le groupe Idéliance, il y a des structures, Orvitis en particulier, et très tournées sur le service aux collectivités, sur l'aménagement du territoire, sur la construction de gendarmerie, d'EHPAD, choses que font peut-être pas forcément nos collègues. Demain, en fonction de besoins sur d'autres territoires, on pourrait imaginer venir travailler à côté de nos organismes pour leur proposer un certain nombre de services, pour les accompagner, les former aussi, pour que demain, ils prennent le relais sur ces différents sujets. Sans logique de concurrence, parce que si vous êtes un seul groupement... C'est pour ça qu'on le fait en toute transparence, parce que oui, sans logique de concurrence, on est complètement d'accord. Quelles sont les objections que l'on vous fait en dehors de ces questions que j'essaie de relayer? Où sont les craintes, au fond? Et où sont les risques, hein, vous en connaissez certainement aussi, si l'on s'engage sur une SAC? Les craintes, elles sont toujours sous-jacentes. C'est demain, j'ai un des organismes en fragilité, qu'est-ce qui devient par rapport à son avenir? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à fonctionner, ou est-ce qu'il va être absorbé par un des membres, ou est-ce que sa collectivité de rattachement va l'accompagner financièrement? Ça, ce sont des sujets qu'on a eus et qu'on a fait sans tabou en termes de scénarii possibles. Il est évident qu'il faut imaginer, c'est comme dans un couple, je vous le disais tout à l'heure, eh bien, à un moment donné, c'est comment un jour, peut-être, on en sort. Donc, c'est pas parce qu'on fait un contrat de mariage qu'à un moment donné, on s'aime pas. Et je pense que c'est aussi important d'affronter ces sujets-là pour demain se dire cette situation, elle peut arriver. Elle peut arriver, donc il y a des critères de soutenabilité, il y a des possibilités de rachat de patrimoine, il y a jusqu'à la possibilité d'absorber l'organisme. Ça, tout est aujourd'hui possible, en tout cas, c'est pas tabou chez nous. Oui, si on vous entend bien, c'est la solution dans un contexte tel qu'il a été décrit. Mais encore une fois, vous êtes parti des contraintes réglementaires, hein, vous êtes parti de la loi Elan, vous êtes parti des différentes contraintes auxquelles aujourd'hui font face les organismes. Et on se dit au fond, si ces contraintes n'existaient pas, est-ce qu'on en serait là? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas que le mouvement HLM lui-même invente une autre forme peut-être de rapprochement ou de je ne sais pas? Parce que là, on a un peu le sentiment que la SAC est une réponse réaliste à une situation que vous avez bien décrite en commençant. Alors, vous savez... Je ne dis pas un pis-aller, mais enfin quelque chose comme on s'adapte. Il y a les groupes mais on n'invente pas. Il y a les groupes d'action logement où les décisions, vous les avez vues ces dernières années avec les transformations décidées du haut. Il y a toutes les structures liées à la Banque des Territoires, en tout cas CDC Habitat, quelques autres ESH, et puis il y a les OPH. Et franchement, ça fait quand même quelques années que je suis dans le milieu du logement social. J'ai jamais connu de proposition pour faire évoluer les choses d'une manière aussi radicale que ce qu'on a pu connaître avec la loi Elan. Donc, s'il n'y avait pas eu la loi Elan, il n'y aurait jamais eu cette transformation. Ça, c'est clair. Oui, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi on est allé discuter avec nos voisins? Parce qu'on en a eu l'obligation. Pourquoi avant on n'allait pas discuter avec son voisin? Parce que le monde, il fonctionnait très bien tout seul et que finalement, on n'avait pas besoin d'aller voir son voisin. C'est ça la vraie réalité. Et je prends mon exemple. Moi, je n'étais pas tenu d'aller voir mon voisin ou ma voisine. Mais à un moment donné, il vaut mieux aller parler avec son voisin, sa voisine, quand on n'en a pas l'obligation, que le jour où on est avec le couteau sous la gorge. Donc, c'est aussi une autre approche et qui permet aussi de faciliter grandement la relation. Mais je vous dis aussi, le voisin, et ça c'est dans tous les territoires, c'est souvent jamais avec son voisin de palier. C'est souvent avec le voisin de la commune d'à côté. Hein, donc la caricature, c'est souvent avec des territoires à côté des nôtres, parce qu'il n'y a pas une concurrence directe,
quand on est avec son voisin de palier, il peut y avoir une petite concurrence de la partie commune. Voilà, donc je tiens un petit clin d'œil, mais je crois que c'est quand même une vraie réalité. Pour autant, les sociétés de coordination, et je peux aussi l'illustrer avec certains de nos collègues, s'il n'y avait pas eu cette société de coordination, ils ne se seraient jamais parlé comme ils se parlent aujourd'hui. Donc ça montre bien que c'est un lieu qui est permis pour dialoguer, alors que sinon on ne pourrait pas le faire. Et si je continue des questions peut-être un peu provocantes, mais c'est juste pour vous pousser dans ce que vous nous expliquez là, et puis vous avez un pouvoir de conviction de votre côté, mais si au lieu de se plier à la contrainte donc, qui est ce qu'elle est aujourd'hui, contexte économique et réglementaire, et initiative de l'État, la loi Hollande vient bien entendu de l'État, la loi Elan, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les OPH eux-mêmes changent leur statut, par exemple, s'organisent autrement, puisqu'ils sont quand même en voie de diminution aujourd'hui? Ça n'est pas inquiétant, cela? Combien étaient-ils, combien sont-ils dans les années que vous décrivez là? Je pense qu'il y a une accélération. De leur disparition? Du changement de statut. Du changement de statut. De leur disparition, je dirais non, mais des changements de statut, oui. Pourquoi? Parce que si on veut aussi devenir un vrai opérateur du logement, il faut peut-être aussi se repencher sur nos statuts, sur ce qu'ils autorisent. On est en train de constater qu'un bon nombre d'organismes réfléchissent à changer de statut. Alors, ce n'est pas l'organisme directement, c'est souvent aussi sa collectivité de rattachement, pour se dire quel est demain aussi le statut le plus approprié par rapport au couteau suisse que je voudrais avoir. Donc rien n'interdirait demain d'être dans une société de coordination, d'avoir des sociétés en place, pour certaines, de les voir évoluer avec un autre statut. Ça, c'est pas interdit. Mais il y a une accélération de ces changements de statut. On voit beaucoup d'OPH se transformer soit en SEM, soit en coopérative. Donc oui, il y a une question de fond. C'est pourquoi ils le font. Mais je vous ai donné la réponse précédemment. C'est aussi pour être plus agile sur un certain nombre de projets. Oui, répondre à des projets que souhaiteraient les élus, comme vous l'avez dit, les EHPAD ou des écoles ou des... Pas sur ce sujet-là. Pas sur ce sujet-là. C'est surtout sur le volet d'un parcours de produits qui irait pour faire dans des centres-bourgs, par exemple, de l'accession libre, pour faire, pourquoi pas, des commerces, pour faire du bureau, pour faire un certain nombre de choses qu'un OPH seul ne pourrait pas faire. Et donc, ça aussi, c'est un élément important. Et la SEM, si on parle de SEM, ça permet aussi de renforcer le pouvoir politique au niveau de la gouvernance d'une structure. Donc, ce n'est pas abandonner son opérateur pour le voir partir sous d'autres fourches codines, mais c'est surtout pour en garder aussi le contrôle, mais en lui donnant peut-être plus d'atouts pour faire des diversifier, choses, voilà, pour diversifier ces activités, voilà, pour offrir éventuellement d'autres services. Tout à fait. Et d'autres formes de logement. Est-ce qu'on a une évaluation là aujourd'hui? Vous l'avez dit, hein, c'est tout jeune tout cela, y compris en Bourgogne-Franche-Comté. On est en train de faire une étude sur l'efficacité donc de la transformation en SAC. Ou est-ce que... Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on est encore avec un degré de maturité. Oui, c'est ça, on ne le sait pas encore bien. Beaucoup trop faible. On a des premiers retours, mais qui sont difficilement quantifiables. Quand je vous parlais des achats, bien sûr qu'aujourd'hui, les achats mutualisés conduisent à des économies. Mais quand d'un autre côté, vous avez le prix de la matière première qui a augmenté de 25-30%, quand vous avez des consultations qui explosent, c'est difficile de dire, en groupant les achats, j'ai pu faire des économies de temps. Mais j'ai peut-être évité de faire des surcoûts. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir vous dire précisément les économies réalisées. Ça, c'est sur le volet des achats. Pour autant, si je prends la relation client, je prenais tout à l'heure nos centres d'appel, certains de nos collègues n'avaient pas de centre d'appel, de service relation client. Aujourd'hui,
tout le monde est doté d'un service relations clients, et ça, c'est déjà une belle progression. Mais surtout, c'est que quand il y avait des indicateurs qui existaient chez les uns, chez les autres, on avait connaissance d'indicateurs autour de 80% de qualité de service. Aujourd'hui, je peux vous donner celui de Dijon, le centre relations clients de Dijon qui est dans nos murs, c'est 93%. Donc ça veut dire que vous avez, sur 100 appels, il y en a 93 qui sont pris aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une amélioration de la qualité. Alors ça ne fera pas des économies en termes d'euros, mais ça va être une amélioration de la performance et notamment de la satisfaction du client. Et ça, c'est des éléments importants. Quand en termes informatiques, je peux vous donner un autre exemple, je vais externaliser l'ensemble de l'infrastructure de nos serveurs le 18 août précisément. Eh bien, à un moment donné, j'aurais gagné sur une chose, c'est sur la sécurité, parce que quand on va héberger dans un data center, j'aurais déjà enlevé un risque majeur, c'est celui de la perte d'exploitation qu'on pourrait avoir chez nous. Mais demain, quand je vais avoir un prestataire qui va me parler de plan de continuité d'activité ou plan de reprise d'activité, eh bien oui, là aussi, j'ai apporté une vraie réponse en termes d'amélioration. Donc ça, on pourrait l'illustrer de manière très, très large. Pour autant, et c'est ce que je vous disais, on a une histoire trop récente pour véritablement vous dire, aujourd'hui, avec 65 collaborateurs au sein des deux entités, avec l'ensemble de l'activité mutualisée, eh bien voilà le bilan tel qu'il est. C'est encore un petit peu juste. Sur les ressources humaines, j'y reviens encore, sur les compétences plus exactement. Est-ce que cela implique des changements du côté du management, par exemple? Est-ce qu'il va vous falloir d'autres compétences, ou est-ce qu'il va falloir monter en puissance aussi, voire une formation, je ne sais pas? Le premier enseignement, c'est l'accompagnement au changement. Et je pense qu'on minimise vraiment ce besoin-là pour les équipes, et à la fois les équipes qui partent dans les nouvelles structures, mais à la fois les équipes qui restent dans nos structures. Pourquoi? Parce que avant, ça allait mieux avant. Vous savez qu'avant, ça va toujours mieux. C'est qu'on est avec un service de proximité, donc on avait la direction des achats à proximité, on avait l'informatique. Aujourd'hui, ce sont des prestataires, même si on reste adhérent ou actionnaire de ces entités. Donc ça veut dire qu'on n'a plus tout à fait la même relation. On fait évoluer nos demandes, la demande informatique telle que on l'avait avant, on l'a organisée désormais avec des demandes par mail, des demandes qu'on est en train de qualifier et qu'avant on ne faisait que par le déplacement oral pour aller voir son collègue. Donc oui, c'est une vraie transformation dans la pratique, dans la manière de fonctionner, et donc ça nécessite un accompagnement extrêmement fort des équipes par rapport à ça. Donc il ne faut pas le minimiser, parce que la réussite d'un tel projet, comme on a gardé Idéliance et Numéliance dans nos murs, hein, dans les 4 et 5 entités, eh bien à un moment donné, cette relation, eh bien à un moment donné, il faut la nourrir, l'enrichir, pour que ça soit quelque chose qui devienne naturel, et non pas comme l'impression d'avoir un prestataire dans nos murs, et ça c'est important. Pour que chacun puisse s'en emparer aussi, c'est ça? Complètement, ouais. Complètement. Alors je reviens encore, et ce seront peut-être les dernières questions, mais sur cet aspect contractualisation, hein, on a bien compris qu'il y avait donc la collectivité, bien sûr, de rattachement, vous l'avez dit, qui tient beaucoup à ces unions, et puis l'OPH, donc qui devient SAC. Où en est-on à l'échelle nationale? Donc vous avez esquissé plusieurs... vous en avez donné 2 ou 3 idées, mais on peut aller un peu plus loin, oui. Donc 61 SAC qui ont été aujourd'hui agréés. En tout sur le territoire, oui. Ce que l'on peut surtout analyser, c'est que pour l'instant, on arrive au terme des constitutions. Donc ça veut dire que les entités se sont rapprochées, mais elles n'ont pas généré forcément des projets de mutualisation forts. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des SAC qui seront plus actifs que d'autres, avec des intentions plus marquées les unes par rapport aux autres. On revient à la distinction que vous faisiez entre refuge et proactif? Oui, je pense. Et c'est aussi ça le risque. C'est qu'à un moment donné, si nous, en tout cas, on a la chance aujourd'hui de nous doter d'un outil pour que demain on puisse progresser, eh bien n'allons pas nous saborder
en restant uniquement sur des outils pour se protéger, parce que le législateur, lui, n'attendra pas forcément de manière infinie sur le fait de dire il y a une entité, elle ne fonctionne pas. Donc c'est là où il y a un risque de demain de dire il faudra des entités peut-être plus importantes en termes de rapprochement ou fusionner des SAC entre elles. Ça, c'est en tout cas l'avenir qui nous le dira. Mais on a les moyens aujourd'hui de répondre aux enjeux de la commande politique. Et je pense que si on veut bien le faire, eh bien, soyons volontaristes au sein de nos SAC pour éviter ça. Savez-vous quelle est la réaction du gouvernement actuellement sur tout ce qui est en train de se passer au niveau des SAC? Est-ce qu'ils sont plutôt bienveillants, positifs, attentifs? Pour l'instant, ce que nous dit... Quels sont les rapports avec votre ministère? Ce que nous dit le ministère, c'est qu'il n'y a pas une volonté pour l'instant de franchir le palier numéro 2. Ça a été Et le risque existe encore? En tout cas, vous savez, c'est comme tout, tant qu'on en parle, c'est qu'il y a toujours un risque. Puis des fois, quand on n'en parle plus, c'est là qu'il va arriver, parce qu'il va sortir dans un texte. Je pense qu'il y a les rapports de l'ANCOLS qui arrivent, et il me semble... On y verra plus clair. Qu'on y verra plus clair dans quelques mois. Mais si je résume tout ce que vous venez de nous dire, Christian Berrion, depuis notre début de notre discussion, vous encouragez quand même les OPH à se diriger vers ce modèle? Je pense que si on ne va pas sur ce modèle d'une manière beaucoup plus volontariste, on a un vrai risque, c'est celui demain d'être raccroché dans un milieu qui sera beaucoup moins sympathique pour nous. C'est dans le monde des sociétés capitalistiques, dans le groupe Action Logement ou dans le groupe Banque des Territoires. Alors, ça, c'est un vrai choix politique, mais à un moment donné, démontrons, et au travers de ces sociétés de coordination, qu'on a les moyens de répondre et d'une autre manière que d'être dans des groupes nationaux, où là, on n'aura aucune possibilité de décision en local. Et je pense que tous ceux qui, malheureusement, ont franchi déjà ce pas-là, eh bien, peuvent malheureusement le constater aujourd'hui. Oui. On a bien compris la contractualisation, je reviens, pardon, pour être sûr d'avoir bien... C'est la collectivité avec l'OPH ou avec la SAC? Avec qui signe-t-elle? Avec l'OPH. Avec l'OPH, Mais pour autant, dans les sociétés de coordination, on a des élus des collectivités de rattachement, des départements ou des EPCI, des territoires concernés. Donc, ils sont aussi omniprésents dans les sociétés de coordination. Alors que ce soit que des EPH ou OPH, ESH, pourquoi pas, ou coopératives ou SEM. Mais pour autant, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est quand même la grande majorité des SAC, c'est plutôt destiné... Et on le voit dans leur composition, pour à peu près 40 d'entre elles, où il y a au moins un OPH constituant la SAC. La Fédération des OPH s'est prononcée pour les SAC, enfin c'est en faveur? Oui, je pense que la Fédération des OPH a été, on va dire, vraiment à l'origine de la création, en tout cas... Donc elle soutient aussi cette La création, c'est peut-être pas le mot, parce que c'était un outil juridique qui existait, mais en tout cas de son évolution. Bien, mais écoutez, on a bien entendu en tout cas votre plaidoyer, votre démonstration aussi. Et on a bien compris aussi que cela ne peut pas être une action par région, en tout cas pas les très grandes régions françaises telles que nous les connaissons aujourd'hui. Vous voudriez quand même rester à une échelle plus modeste. Je pense que ça aura du sens. Le message est passé là, oui. Ça, c'est important, oui. Ça vous paraît important. Ben, merci infiniment, Christophe Berrion. Merci à tous pour votre attention. Peut-être il y aura des réactions, parce que je suppose que tout le monde, c'est encore en débat, cette question-là, on l'a compris dans vos réponses. Merci à tous, en tout cas, de vous avoir suivis, de nous avoir suivis tout au long de cette année. Et je rappelle que notre prochain rendez-vous sera dès le mois de septembre et qu'entre-temps, on peut tout à fait réentendre nos différentes émissions. Il y en a eu plusieurs au cours de l'année, comme on sait. Et il y aura également des rediffusions cet été. Eh bien, très bonne soirée à tous et d'abord à vous, Christophe Berrion. Merci encore. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.